Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des ministres, Mesdames et Messieurs, Dames and Heren, Ladies and Gentlemen. C'est pour moi un vrai plaisir et un réel honneur de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter, sous les sonneries d'un smartphone, les premiers résultats d'un projet de recherche qui a débuté il y a 4 ans et demi. Je vais vous donner quelques éléments concernant la genèse de ce projet et ainsi aussi vous présenter toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Alors, au mois de juin 2013, j'ai eu dans ma vie, tout court, un événement qui a fait que je pouvais me lancer un nouveau défi. Et au niveau de ma carrière professionnelle, également, j'ai eu un heureux événement, qui n'était pas la naissance d'un de mes enfants, parce que je n'en ai pas, mais le fait qu'une nouvelle collaboratrice allait arriver à l'UC Louvain. Et donc, j'ai immédiatement sondé 2 de mes collègues au même étage que le mien, c'est-à-dire Christelle Van Roetem et Fanny Meunier, donc ils peuvent se lever, comme ça on voit qui elles sont, donc je vais présenter toute l'équipe de cette manière-là. Et je leur ai proposé de travailler ou de proposer un projet sur l'immersion linguistique. Elles ont été directement séduites par l'idée, évidemment, pas par moi. Ensuite, j'ai traversé la place Cardinal-Mercier, si vous connaissez Louvain-la-Neuve, et je suis allé trouver des collègues de la faculté de psychologie, entre autres Benoît Galland, qui est ici présent également, professeur en sciences de l'éducation et également professeur à la FOPA, ainsi que Arnaud Schmalek, psycholinguiste et également spécialiste du bilinguisme qui, malheureusement, n'est pas parmi nous aujourd'hui. Ensuite, mais je savais qu'avec cette personne-là, ce serait très facile de la convaincre. Je ne suis pas descendu jusqu'à Namur, je lui ai téléphoné et j'ai proposé à Laurence Métehui, également, donc de l'UNAMUR, de rejoindre le projet. Et tous les 6, nous avons proposé un projet qui a directement, donc je vais vous passer les étapes, qui a directement été approuvé par les 2 conseils de recherche de nos 2 universités respectives. Et au mois de juin 2014, nous sommes partis à la recherche de doctorants et doctorantes. Et comme l'équipe fonctionnait très bien, nous avons eu également une grande chance, c'est-à-dire que nous avons recruté 4 doctorantes que je vais vous présenter par ordre alphabétique. Et l'ordre alphabétique correspond en fait aussi à l'ordre non chronologique de l'engagement de ces personnes. Donc Amélie Bulon, qui a été engagée au 1er septembre 2015 pour le volet linguistique. Audrey de Smet, qui a été engagée, elle, pour le volet socio-affectif en 2014, donc en octobre 2014. Isa Hendricks, idem en 2014 pour le volet linguistique. Et Morgane Simonis pour le volet cognitif. 4 doctorantes, un quatuor, pour lesquels il fallait aussi un chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre, nous l'avons trouvé en la personne de Luc van Mensel, qui a été engagé à l'Université de Namur comme post-doctorant. Et donc, nous pouvions commencer. Donc, nous avons commencé ce projet en 2014. Et vous avez ici le titre du projet et aujourd'hui la présentation. Je vais vous donner les premiers éléments concernant la genèse du projet, la méthodologie du projet, les participants au projet, et ensuite mes collègues vous donneront les résultats de ces recherches. Alors, comme vous le savez, la maîtrise et l'apprentissage des langues en Belgique fait souvent débat. Certains diront que ça reste problématique, même si fréquemment nous n'avons pas de réelles études qui peuvent dire que l'enseignement des langues est problématique. Mais malgré tout, la maîtrise des langues étrangères reste pour les étudiantes et étudiants qui arrivent sur le marché du travail un élément, un facteur important, à la fois en termes de valeur symbolique en Belgique, mais également en termes d'employabilité, donc d'accès à l'emploi. D'ailleurs, il y a eu une campagne d'Actiris. Si vous étudiez une autre langue, vous doubliez vos chances d'obtenir un emploi.
Vous savez aussi toutes et tous, je ne pense pas que je dois convaincre quelqu'un dans la salle que le multilinguisme, c'est à la fois un atout culturel, sociétal, mais aussi économique. Et vous savez aussi toutes et tous que l'approche qui est promue par la Commission européenne, dont l'objectif est d'avoir, après la langue maternelle ou la langue 1, 2 langues étrangères connues ou maîtrisées à la fin de l'enseignement obligatoire. L'approche qui est promue par la Commission européenne, c'est ce qu'on appelle en Belgique francophone l'immersion, mais qui est appelée ailleurs en Europe EMIL, donc l'enseignement d'une matière par intégration d'une langue étrangère, et le CLIL en anglais, c'est Content and Language Integrated Learning. Ça, vous savez. Vous savez aussi que ce type d'enseignement combine 2 éléments, la langue et la matière, ou les matières. Et que, évidemment, en Belgique, tout ceci devrait contribuer à des avantages socio-économiques et socio-culturels. Vous savez aussi toutes et tous que la Belgique est un petit pays, mais particulièrement compliqué au niveau politique, et que nous avons en Belgique 3 systèmes d'enseignement qui correspondent à chacune des communautés linguistiques. Nous n'allons aujourd'hui nous focaliser évidemment que sur la Belgique francophone, où, comme vous le savez très certainement, l'enseignement en immersion a débuté officiellement en 1998. Au moment où le décret a été approuvé, les possibilités étaient de pouvoir commencer à implémenter l'immersion à partir de la 3e maternelle jusqu'à la fin du secondaire, ce qui en fait un régime particulier par rapport, par exemple, à ce qui se passe en Flandre et en communauté germanophone. Contrairement à ce qui se passe dans l'enseignement traditionnel, actuellement, le nombre d'élèves qui choisissent à la fois en maternelle, mais aussi au niveau du primaire, le néerlandais, ou en tout cas les parents qui choisissent le néerlandais comme langue d'immersion, est plus important que ce n'est le cas dans l'enseignement traditionnel. Et également, vous savez très certainement qu'il y a des différences de pourcentage possibles, puisque en primaire, les écoles ont la liberté d'organiser entre 30 et 75% du temps dans la langue étrangère, tandis qu'au secondaire, ce pourcentage va de 20 à 45%. Enfin, il y a actuellement plus ou moins 300 écoles qui proposent l'immersion en Belgique francophone, ce qui correspond à plus ou moins 30 000 élèves. Toute proportion gardée, cela représente 3,5% de la population scolaire. Alors, tout d'abord, avant de vous présenter la méthodologie du projet, quelques éléments concernant la perception qu'ont les élèves de l'enseignement en immersion. Et vous verrez que certaines de ces représentations sont aussi des représentations qu'on rencontre chez les parents, chez les adultes, dans la vie de tous les jours. Certains nous disent que, et nous avons repris les citations telles quelles. C'est pas en immersion, ceci. Les en bleu, c'est pas en immersion, voilà. Et celles qui sont en jaune sont bel et bien en immersion. Donc, pour moi, l'immersion, c'est bien, mais je préfère pas y aller. Ça a l'air cool. D'autres nous disent c'est pelant, c'est difficile sans eux. Un autre ou une autre élève dit c'est idiot de concentrer tout son temps à ça, or qu'on a des choses plus importantes. Je dois essayer de lire en même temps, vous comprenez pourquoi. C'est une option assez compliquée, pas toujours être évident pour la compréhension. D'autres nous disent je trouve que les élèves, je ne parviens pas à lire ce qui était indiqué en fait, que les élèves d'immersion oublient trop le français. Ensuite, c'est bien pour les personnes douées en langue. Vous avez à côté de ça des élèves en immersion qui nous disent « c'est super cool, c'est chouette, l'immersion c'est amusant, j'aime parler cette langue, c'est une magnifique langue » et ici c'est quelqu'un qui est en immersion néerlandais qui le dit. C'est stressant. D'autres nous disent que c'est magnifique pour une belle vie plus tard. D'autres encore nous disent que l'apprentissage est un peu plus poussé d'une langue dans le but de mieux la maîtriser pour travailler, communiquer ou même par curiosité. D'autres élèves nous disent c'est chouette, ça me change des habitudes. Celui-là, il a compris que le H ne se prononçait pas. Ou être capable d'apprendre à jongler avec les langues. Et il y en a même un qui dit, ou une qui dit que l'immersion, c'est le paradis.
Alors, après ces impressions par des élèves à la fois en immersion et en non-immersion, notre projet de recherche. Alors, le projet de recherche en question, c'est un projet dans lequel nous avons résolument voulu adopter une démarche multidisciplinaire et longitudinale, et dans laquelle nous avons essayé de comparer les résultats d'apprenants à la fois en filière immersive, mais aussi en filière francophone, afin de voir quelles sont les différences que l'on peut retrouver entre ces groupes d'apprenants, mais également pour quels aspects linguistiques, et éventuellement vérifier dans quelle mesure les facteurs cognitifs, socio-affectifs et pédagogiques intervenaient également dans ces différences. Pour cela, donc, nous avons eu 4 doctorantes, un postdoc, 6 académiques sur 2 sites. J'en ai déjà parlé. Alors, pourquoi notre projet est-il si particulier? Ce projet est particulier principalement pour 2 éléments. Le premier élément, c'est l'ampleur du projet. Ampleur du projet, tout simplement parce que, d'une part, il est multidisciplinaire. Il y a très peu de projets internationaux sur l'immersion, sur le CLIL ou sur EMIL qui sont multidisciplinaires comme le nôtre l'est. Nous avons une véritable complémentarité des données et des approches dans les différentes thèses de doctorat qui ont été jusqu'à présent préparées. Nous nous attaquons à 2 langues cibles, à la fois le néerlandais et l'anglais. Il est évident que dans la littérature internationale, c'est principalement l'anglais qui est étudié. Nous y avons ajouté le néerlandais, ce qui apporte un plus, et vous comprendrez pourquoi je dis cela tout à l'heure. Nous avons également à la fois travaillé sur le primaire, mais aussi sur le secondaire, et obtenu, ou essayé en tout cas d'atteindre une certaine parité entre les élèves en immersion versus les élèves qui n'étaient pas en immersion. Et nous avons, outre les élèves, également pu compter sur la collaboration des enseignantes et enseignants, des parents des élèves, ainsi que des directions d'école. Autre particularité du projet, c'est le contrôle méthodologique, en ce sens que nous avons intégré beaucoup de données individuelles dans le projet, données qui sont généralement négligées dans les études internationales. Et, je l'ai déjà dit, nous sommes également inscrits dans une démarche résolument longitudinale, puisque nous avons suivi les élèves durant 2 années scolaires, à partir du début de l'année scolaire 2015-2016 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2016-2017, ce qui nous permet de contrôler dans le temps et également de mieux identifier les différences possibles entre les groupes d'apprenants. Enfin, nous avons veillé à avoir un réel partenariat avec les écoles, que je tiens d'ailleurs à vivement remercier de leur collaboration, dans ce sens que nous avons eu de véritables échanges avec les écoles. Nous avons quasi systématiquement, tous les 4-5 mois, apporté un feedback par rapport aux études, ce qui nous permettait aussi de vérifier l'adéquation des résultats de recherche et du vécu des enseignantes, enseignants ou des directions d'école sur le terrain. Voilà pour les 2 grandes particularités du projet, je dirais même au niveau international. Par rapport à la méthodologie, donc les participants, donc au temps 1, donc en automne 2015, nous avons donc suivi les élèves du primaire à partir de la 5e primaire jusqu'à la fin de la 6e, et des élèves de 5e secondaire jusqu'à la fin de la 6e secondaire. Et donc au total, au temps 1, nous avons pu compter sur 928 élèves, ce qui en fait aussi un projet très très large aussi et assez particulièrement représentatif de la population CLIL. Sur 22 écoles en Wallonie, nous n'avions pas d'école à Bruxelles, représentant différents réseaux, 13 en primaire, 9 en secondaire. Vous voyez la distribution des écoles parmi les différentes provinces en Wallonie. Je tiens tout de suite à se préciser que les petits points ne permettent pas de localiser exactement où l'école se trouve. Nous avons fait en sorte de les distribuer de manière tout à fait aléatoire pour éviter que vous ne pensiez que c'est peut-être bien l'école de tel village. Non, ce n'est pas ça. OK ? Alors, en 2015-2016, nous avons au premier trimestre, donc les doctorantes, aussi plusieurs promoteurs du projet et promotrices du projet sont allés dans les écoles. On fait passer toute une série de questionnaires et de tâches linguistiques à l'ensemble des élèves. Et nous avons, entre autres, eu une section collective de 2 heures, ainsi que des sessions individuelles avec les différents élèves. Ensuite, une collecte centralisée à Louvain-la-Neuve. Donc, les 928 élèves sont venus à Louvain-la-Neuve. Ça a été un vrai travail
de 10 jours pour pouvoir faire passer des tests, des tâches cognitives et des tâches linguistiques à tous ces élèves dans les salles informatiques de l'université. Donc tout ça a pris une journée pour les élèves. Et enfin, au 3e trimestre de cette année scolaire, les directions d'école, les enseignantes et les enseignants ont complété des questionnaires en ligne, ce qui a également été répété au 1er trimestre de la 2e année scolaire. Questionnaire pour les directions pour les écoles, donc toujours en ligne. Au 2e trimestre, là, les doctorantes et certaines promotrices et promoteurs se sont rendus dans des écoles pour faire une collecte de données qualitatives grâce à des focus group, grâce à des entretiens avec certains élèves, ainsi que pour faire des observations en classe. Au 3e trimestre de cette année scolaire-là, nous avons eu une 2e collecte centralisée à Louvain-la-Neuve. Donc, tous ces élèves sont revenus à Louvain-la-Neuve pour une 2e journée. Je ne sais pas si ça a compté pour eux comme une journée d'excursion, mais je ne pense pas, parce qu'ils avaient quand même beaucoup de boulot à faire pour nous. Donc, à la fois, ils ont rempli à ce moment-là des questionnaires, mais aussi des tâches linguistiques et cognitives, et pas uniquement d'ailleurs dans le cadre de ce projet-ci, puisque une doctorante, Pauline Le Graff, qui est ici au fond de la salle, a pu faire passer à ses élèves également un test qui est en lien avec l'immersion, mais dans un autre cadre. Et enfin, via les écoles, nous avons obtenu les résultats du CEB ainsi que du CESS. Alors je tiens ici tout de suite à préciser que toutes les données ont été anonymisées et que nous avons bien évidemment systématiquement respecté la confidentialité de ces données en respect de la charte éthique, ce qui est évidemment une preuve que nous avons voulu jouer le jeu fair play. Alors, voilà pour la présentation du projet. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à 7 questions. Et je reviendrai vers vous pour la 8e. La première question, c'est quel est le profil des étudiants ou des élèves inscrits en immersion? Qu'en est-il de la maîtrise de la langue cible, en anglais ou en néerlandais? Qu'en est-il du français comme langue principale de scolarisation? Ensuite, dans quelle langue apprendre à lire et à écrire en immersion? Qu'en est-il du développement cognitif, du socio-affectif de ces élèves, ainsi que de la maîtrise des différentes matières? Et je vais maintenant passer la parole à Luc van Mensel pour nous donner la réponse à la question du profil des élèves inscrits en immersion. Donc, bon après-midi tout le monde. Première question, et avant de parler de nos données à nous, je voulais peut-être commencer avec quelques points de contextualisation, un point de départ. Donc, quand on parle de l'EMIL, ou le CLIL en Europe, c'est l'acronyme en anglais, comme Philippe vient de mentionner, on parle souvent du succès, notamment en termes de nombre d'implantations, en termes de pays. Quand on voit sur la carte que vous voyez sur vos écrans de l'Europe, on voit que dans presque tous les pays européens, il y a une forme ou une autre d'implémentation de l'EMIL. On parle aussi du succès dans le sens où cette approche, et ça a été démontré dans plusieurs études, a souvent des résultats très positifs, notamment sur les compétences linguistiques et en langue cible et aussi dans d'autres aspects. Cependant, on entend aussi des fois des voix critiques en Europe, mais aussi en communauté française. Donc, notamment, dans une des critiques les plus importantes, porte plutôt sur un éventuel biais qui existerait dans la population de l'EMIL, par des processus de sélection ou de autosélection, dans le sens où on va encourager ou décourager des gens à participer dans un programme comme ça. 2 éléments là. D'une part, on entend des fois que l'EMIL pourrait attirer un groupe plus important d'élèves brillants. Et donc, ceci pourrait aussi avoir un effet sur les résultats des études, puisque si on met que des bons élèves dans des classes, alors logiquement, ils vont avoir de bons résultats. Voilà, donc là, il faut peut-être voir ça. 2e élément, c'est une critique qui dit que l'EMIL pourrait contribuer à un modèle d'enseignement élitiste à cause de cette potentielle sélectivité. Et comme j'ai dit, on entend des fois les mêmes voix critiques en communauté française. Alors,
important à dire au départ que l'immersion ici en Belgique francophone, qu'on n'ait pas de procédure de sélection préalable. Donc ce n'est pas autorisé. Il faut inscrire, on arrive à l'école, on veut faire le 1000, il faut l'inscrire. Il n'y a pas de procédure de sélection. Mais on a lu, et des fois on l'entend, des mentions plutôt anecdotiques, disons, de sélection, d'autosélection. On entend des fois cette idée que l'immersion, qu'il y a certaines écoles qui ont utilisé l'immersion comme une formule de marketing pour attirer plus d'élèves, etc. Dernier petit point pour contextualiser, c'est le fait que, ici aussi en Belgique, l'immersion est possible dans toutes les filières de l'enseignement secondaire, d'ailleurs, mais en réalité, en fait, à quelques exceptions près, à notre connaissance, pour l'instant, est principalement organisée dans l'enseignement général. Et alors, on sait que l'enseignement général est déjà caractérisé par un public de profil socio-économique et culturel généralement plus élevé. Et donc l'EMIL est organisé déjà dans une filière où on sait qu'un certain niveau socio-économique existe déjà. Petit point, un petit nota bene, parce que donc il y a très peu ou même pas d'EMIL en technique et en professionnel. C'est juste de mentionner qu'il y a, mais je ne sais pas si vous savez le voir sous les écrans, c'est tellement petit. Et donc il y a en Belgique francophone 60 000 élèves, donc 17% qui n'ont en fait aucune langue moderne dans l'école, ce qui est aussi une réalité, je pense, qui est importante à souligner. Mais bon, après tous ces constats, ces points, nous, on s'est posé la question, donc quel est le profil des élèves dans notre échantillonnage? Regardons d'abord ces graphiques qui nous parlent du statut socio-économique et culturel des élèves dans notre échantillonnage. Alors, on a mesuré cela sur base du diplôme le plus élevé de la maman, ce qui est une variable qui est souvent trouvée dans la littérature également. Et vous constaterez, en regardant ces graphiques, que donc, à gauche, vous voyez en bleu les chiffres pour la filière francophone, et à droite, en jaune, vous voyez les chiffres pour les élèves en immersion. Alors, vous constatez que le public des élèves en immersion sort des familles de niveau socio-économique et culturel déjà plus élevé. Je pense que les graphiques sont assez clairs dans ce sens. Alors, deuxième élément, donc j'ai parlé du fait qu'on dit parfois, oui, ils sont peut-être plus intelligents, je ne sais pas. Donc on a essayé de mesurer cet élément aussi, et donc on l'a fait par une tâche qui s'appelle le Raven, qui consiste en... donc ce que les élèves voyaient, c'est l'écran que vous voyez en haut. Il y a 3 formes, et il faut donc trouver la 4e forme. Et il faut sélectionner parmi les 6 options en bas quelle est la bonne forme à remplir. Donc vous voyez, vous avez eu le temps, c'était bien celle-là qu'il fallait mettre là-dedans. Ceci pour avoir une idée du raisonnement, de l'intelligence non verbale des élèves. Quels sont les résultats? Peut-être avant d'expliquer un petit point technique, et c'est aussi important pour la suite de la présentation, parce que vous voyez qu'il y a des petites étoiles qui apparaissent. Donc une étoile ici veut dire qu'il y a une différence qui est statistiquement significative. Et donc il y a une vraie différence. Quand on compare, et à gauche primaire et à droite les chiffres pour secondaire, quand on compare les résultats, les scores pour cette tâche-là, on voit qu'il y a des légères différences en faveur des élèves en immersion, mais qu'après contrôle, c'est pour ça qu'on l'a mis entre guillemets, après avoir contrôlé pour justement le statut socio-économique et culturel, que cette différence n'est plus significative. Donc, il y a des légères différences, mais en fait, c'est un peu flou là. Hein. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai présenté quelques descriptifs. Mais nous, afin de pouvoir répondre à notre question, on a fait en fait un peu l'exercice à l'envers. Donc, on n'est pas allé voir dans les groupes filières francophones et immersion quelles sont les caractéristiques, mais on a essayé, sur base de quelques variables, de prédire si un élève se trouve en immersion ou pas. Et donc on fait l'exercice à l'envers. D'abord, et j'ai séparé les résultats ici pour l'anglais et pour néerlandais, comme vous voyez.
D'abord, la variable que je viens de vous présenter sur le raisonnement non verbal, on voit que cette variable ne prédit pas de manière significative si l'élève se trouve dans une option ou l'autre. Donc, cette variable ne m'aide pas à prédire où se trouve l'élève. Par contre, quand on regarde les résultats pour le statut socio-économique et culturel, je vous ai déjà montré les graphiques qui étaient quand même fort différentes. Alors, cette variable m'aide beaucoup à prédire où se trouve l'élève en anglais et en néerlandais. Et je peux vous dire aussi que l'effet est même plus important en néerlandais. Et ce sont des chiffres. L'alternative pour ce tableau un peu rudimentaire était un truc énorme avec plein de chiffres et tout ça. Je ne vous mets pas ça. Mais donc, important à se rappeler que cette variable est fort importante. Dans quel sens? Dans le sens où un enfant dans une famille de statut socio-économique et culturel élevé, ou moyen ou même élevé, qu'il est beaucoup plus probable que cet enfant se trouve en immersion. Et donc vice-versa également. On a regardé une troisième variable, c'est-à-dire la situation familiale, qui ici fait référence à des familles, enfin on voulait vérifier si des familles monoparentales en fait, si le fait d'être dans une famille monoparentale avait un impact sur nos résultats, aussi parce qu'on sait de la littérature qu'il y a des fois des corrélations. De nouveau ici, donc pour l'anglais, on ne voit pas, cette variable ne joue pas, mais cette variable joue bien pour le néerlandais. Et dans quel sens? Ben voilà qu'il est très peu probable qu'un enfant qui se trouve dans une famille monoparentale avec la maman qui habite seule avec l'enfant, que cet enfant se trouve en immersion. Donc il se trouve plutôt en filière francophone. Même image en néerlandais. Oui, pardon. Oui. Et même image pour la dernière variable qui est le redoublement. Donc on a été voir si les enfants avaient doublé ou pas, et si ça nous aidait à prédire si l'élève se trouvait dans l'une ou l'autre. Alors, de nouveau pour l'anglais, l'effet n'est pas significatif, mais bien pour le néerlandais. Et aussi dans quel sens? Alors qu'un enfant qui a déjà doublé a moins de probabilité, enfin il y a moins de probabilité de le trouver qui a déjà doublé en immersion. Et vice-versa. Voilà. J'espère que tout était clair. Là. Donc, en conclusion, on peut dire que oui, à la base, l'immersion ici en Belgique francophone n'est pas réservée à un public privilégié. Il n'y a pas de critères stricts, etc. Il n'y a pas de conditions d'accès. Il n'y a pas de critères de sélection. Mais on constate que comparé au public dans l'enseignement de filière francophone, l'immersion attire quand même un public privilégié au niveau socio-économique, culturel et familial. Et ceci est particulièrement le cas en néerlandais. Petit point d'attention, quand même important à mentionner, comme Philippe a expliqué, les élèves ou les participants dans notre étude se trouvaient déjà dans la 5e année de primaire ou de secondaire. Donc, ils avaient déjà passé quelques années en immersion. Et donc, ce que nous avons trouvé ici, ce sont plutôt, disons, des traces de sélection ou d'autosélection, parce qu'on ne sait rien dire sur d'éventuels processus de sélection eux-mêmes. Et ils se trouvent déjà là-bas. Donc, il se peut que ces processus ont eu lieu à l'entrée, donc 4 ans avant. Il se peut qu'il s'agisse d'un processus d'abandon général ou une combinaison des deux. Qu'est-ce qu'il est important à retenir pour la suite aussi de la présentation? Alors, je pense que ces résultats nous mènent à inclure ces variables dans les autres analyses, puisqu'on a constaté qu'ils sont quand même importants, qu'ils ont un fort impact sur la population en immersion et en filière francophone. Donc, la deuxième question, qu'en est-il de la maîtrise de la langue cible, l'anglais ou le néerlandais? Donc, c'est évidemment une question importante. Un des objectifs principaux de l'immersion est bien sûr d'améliorer la connaissance de la langue cible. Nous avons étudié cette question à travers 3 aspects, la maîtrise du vocabulaire, la compétence écrite et la correction grammaticale et lexicale.
Pour ce qui est du vocabulaire, nous avons étudié le vocabulaire réceptif, donc la connaissance passive des mots anglais et anglais et néerlandais, en primaire et en secondaire, et le vocabulaire productif, donc la connaissance active des mots anglais et néerlandais dans le secondaire. La maîtrise du vocabulaire réceptif a été mesurée à l'aide d'un test de vocabulaire qui était en fait créé pour des natifs anglais et néerlandais. Et dans cette tâche, l'élève devait désigner l'image parmi un choix de 4 qui correspondait au mot qu'il entendait. Donc par exemple, s'il entendait le mot cat en néerlandais, cat en anglais, il devait désigner l'image correcte. Et voici les résultats de ce test pour l'anglais. Donc, les graphiques montrent que les élèves en immersion, en jaune, obtiennent des scores plus élevés que les élèves en filière francophone, tant en primaire qu'en secondaire, donc pour le vocabulaire réceptif. On voit aussi les âges et les chiffres en dessous des graphiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, les élèves en primaire avaient un âge en moyenne de 10 ans, mais pour ce qui est de leur connaissance passive du vocabulaire anglais, ils se situent en immersion à un âge d'environ 4 ans et à un âge d'environ 2 ans et demi pour la filière francophone. Et on voit un peu la même tendance pour le secondaire. Donc, on constate qu'il y a un gain d'environ 3 ans en immersion pour l'anglais. On observe les mêmes tendances pour le néerlandais, mais ici, le gain est encore plus important. Donc, de nouveau, un meilleur vocabulaire réceptif du néerlandais en immersion qu'en filière francophone, en primaire et en secondaire, mais un gain d'environ 4 ans en immersion. On a aussi regardé le vocabulaire productif, mais ceci seulement en secondaire. Et plus en particulier, on a regardé la maîtrise de la phraséologie. Donc, qu'est-ce que c'est la phraséologie? C'est en fait la combinaison des mots, des combinaisons fréquentes, plus ou moins figées dans les langues. Par exemple, en néerlandais, on dit op reis gaan, c'est une combinaison de mots fréquentes. On ne dit pas met reis gaan, naar reis gaan, par exemple. En anglais, il y a par exemple des prépositions complexes comme in addition to, pas in addition with. Et donc, on a regardé dans quelle mesure les élèves maîtrisaient ces unités phraséologiques, ces combinaisons de mots. Donc ici, on voit les résultats pour l'anglais et pour le néerlandais, donc seulement en secondaire. Tant pour l'anglais que pour le néerlandais, nous avons pu observer que le vocabulaire phraséologique des élèves en immersion était plus large et plus varié qu'en filière francophone. Donc, ils employaient plus de ces unités phraséologiques, plus de ces combinaisons de mots, et aussi plus d'unités différentes. Donc, il y avait aussi plus de variations dans leur langage écrit ici. Donc, c'était mesuré dans des textes qu'ils avaient écrits. Comme un cas spécifique de combinaison de mots, nous avons aussi regardé les intensifieurs, l'intensification. Qu'est-ce que c'est? Un intensifieur, c'est un adverbe de degré qui permet d'indiquer l'intensité d'une valeur indiquée par un adjectif. On peut par exemple dire que quelque chose est joli, mais aussi très joli. Heel mooi en néerlandais, very nice en anglais. Les diagrammes ici montrent les intensifieurs les plus fréquemment utilisés dans des textes écrits dans la langue maternelle des élèves, donc en français, dans la première colonne, et aussi dans leur langue cible, dans leur langue étrangère. Et ici, on a les résultats pour l'anglais. Et puis, on a aussi comparé ces résultats avec des textes écrits par des anglophones, des natifs, et on a aussi regardé leur emploi d'intensification, donc dans des textes natifs des anglophones. On a les résultats pour la filière francophone et pour les élèves en immersion en 5e et en 6e année du secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on constate? En comparant avec l'usage des natifs, nous constatons par exemple que les élèves en immersion, mais encore plus en filière francophone, suremploient certains intensifieurs comme so et very, donc ils vont souvent dire so nice, very nice. Bien sûr, ce n'est pas des fautes, ce n'est pas incorrect. On peut dire so nice, very nice, il n'y a pas de problème. Mais ça montre quand même que ces élèves ont souvent recours à ces mêmes adverbes qui ont un peu moins de variation dans leur langue, surtout quand on compare avec des natifs. Ce n'est pas surprenant.
Mais ce qu'on constate aussi, c'est que les proportions de ces intensifieurs se rapprochent un peu plus des natifs de l'anglais pour les élèves en immersion. Donc, ils ont acquis un vocabulaire plus natif qui se rapproche plus des natifs pour ce aspect de la langue, pour l'intensification. Ici, on observe en fait les mêmes tendances pour le néerlandais, mais les différences entre les élèves en immersion et en filière francophone sont ici plus prononcées. On voit par exemple le suremploi très marqué de heel chez les élèves en filière francophone. Donc environ dans 70% des cas, quand ils vont intensifier un adjectif, ils vont utiliser l'adverbe heel, qui signifie très en néerlandais. Ce qu'on constate aussi, c'est par exemple en rouge l'emploi de veel comme un intensifieur, qui est en fait une erreur. Ils vont par exemple écrire dans leur texte veel mooi au lieu de heel mooi, peut-être parce qu'il y a une confusion avec l'adverbe heel. Donc c'était un cas d'étude spécifique, mais qui montre que les élèves en immersion, pour cet aspect, développent quand même un langage un peu plus varié, un vocabulaire plus varié, qui se rapproche plus du langage des natifs. Donc pour conclure la partie sur le vocabulaire, on observe systématiquement une meilleure maîtrise du vocabulaire réceptif et productif chez les élèves en immersion. Comme deuxième aspect de la langue cible, nous avons aussi étudié la compétence écrite en anglais et en néerlandais. Pour le primaire, on a fait passer des dictées aux élèves en immersion. Ici, nous n'avons pas comparé avec les élèves non immersifs parce qu'ils ne commençaient qu'à apprendre la langue étrangère, donc ça n'avait pas beaucoup de sens de leur faire passer des dictées. Et pour les élèves en secondaire, on leur a demandé de faire un exercice de rédaction. Donc d'abord, les résultats pour les dictées. Il faut d'abord dire que ces dictées en anglais et en néerlandais étaient en fait créées, donc la tâche était créée pour des natifs. Donc la tâche était vraiment difficile. Et bien sûr, on a aussi observé beaucoup d'erreurs, mais quand même, il y a un message positif parce que les graphies incorrectes des élèves en immersion indiquent quand même que ces élèves ont une bonne oreille, c'est-à-dire ils sont capables de transposer les sons qu'ils entendent, parfois de mots qu'ils ne connaissent pas encore, en graphies qui sont quand même raisonnables, qui sont conformes à ce qu'on pourrait attendre pour la langue cible. Et voilà un exemple d'un mot qui était particulièrement difficile. Donc, le mot qui a posé le plus de difficultés à nos élèves, c'est le mot moeilijk en néerlandais, qui signifie lui-même difficile. Donc, c'est un mot très fréquent en néerlandais, mais quand même, dans plus de 85% des cas, il était écrit de façon incorrecte. Et au total, on a même observé 66 graphies incorrectes pour ce mot moeilijk. Donc, voici les différentes graphies pour le mot moeilijk. Voilà. Donc, on peut conclure que moeilijk est assez moeilijk, n'est pas facile du tout. Ouais. Pour la compétence écrite, donc on a fait passer un exercice de rédaction aux élèves en secondaire. Ils ont fait l'exercice aussi en français, mais aussi dans leur langue cible, en anglais et en néerlandais. On a essayé de créer un exercice aussi authentique que possible. Donc, on a demandé aux élèves d'écrire un mail, un courrier électronique à un ami fictif ou pas, sur un sujet comme les vacances ou une fête à laquelle ils avaient participé. Voilà, et on avait aussi ajouté par exemple quelques photos comme source d'inspiration, et ils ont donc rédigé des messages d'environ 15 à 20 lignes. Et nous avons donc analysé ces textes pour analyser leurs compétences écrites. Nous avons appliqué des mesures de complexité et on a constaté que les textes rédigés par les élèves en immersion étaient en général plus complexes, c'est-à-dire ils écrivaient des phrases plus longues, ils utilisaient par exemple plus de mots différents, donc il y avait une plus grande diversité lexicale. Et les différences entre les élèves en immersion et en filière francophone étaient encore plus prononcées en néerlandais qu'en anglais. Donc, il avait encore de meilleures prestations, où l'écart entre la filière francophone et immersion était plus grand en néerlandais qu'en anglais. Voilà, c'est la partie. Donc, on passe maintenant, toujours pour la langue cible, à la correction lexicale et grammaticale.
Voilà, donc nous allons continuer avec la langue cible et la correction grammaticale et lexicale en anglais et en néerlandais. Alors, si vous regardez les graphiques, donc les couleurs sont les mêmes que depuis le début. Vous voyez qu'ici aussi, si on regarde le nombre d'erreurs que les élèves font, vous voyez que les élèves en immersion font significativement moins d'erreurs que les élèves en filière francophone. Et vous voyez que c'est exactement la même chose pour le néerlandais. Donc, moins d'erreurs phraséologiques en immersion pour l'anglais et le néerlandais. Et comme vous voyez, en néerlandais, la différence est encore plus grande. Et quelles sont ces erreurs phraséologiques? Donc, vous avez par exemple gaan naar vakantie ou lawaai doen ou answer to the phone à la place de answer the phone, coral barrier à la place de coral reef. Donc, ce sont uniquement quelques exemples d'erreurs que vous pouvez trouver. Alors, comme Christelle vous a donné un cas particulier sur l'intensification, on a repris quelques erreurs dans l'intensification. Vous voyez que les deux premières erreurs représentées viennent d'élèves en filière immersion, les deux autres en filière francophone. Donc nous avons des phrases comme « The moment the most cute I ever see » ou « Ik was heel ziek, ik had buikpijn » ou « The member of personnel are very sympathique, je ne sais pas comment le prononcer, and food is delicious, ou who was your vakantie, mine was very toffe, avec beaucoup de r et de toffe. Okay? Donc vous avez vraiment des types d'erreurs de niveaux différents qui peuvent être liés plus à la grammaire, plus au lexique, plus. Enfin, vous voyez que ces erreurs sont des illustrations simplement dans l'intensification pour le moment. Alors, en résumé, qu'en est-il de la maîtrise de la langue cible, donc que ce soit l'anglais ou le néerlandais? Nous pouvons voir que dans l'ensemble, les élèves en immersion ont une meilleure maîtrise de la langue cible. Alors on peut se dire, heureusement finalement, puisqu'ils ont beaucoup plus d'heures, le contraire aurait été surprenant. Il y a plus de diversité lexicale, donc c'est-à-dire ils utilisent moins, on garde cet exemple de l'intensificateur pour avoir un fil qui vous guide. Mais donc il y a par exemple moins d'intensifieurs dits passe-partout comme very, et ils utilisent beaucoup plus de variétés lexicales. Il y a une meilleure compétence écrite dans l'ensemble des élèves en immersion et ils font moins d'erreurs. Alors, on va passer à un pardon. Et les différences, de nouveau, c'est un message que vous entendez, qui n'est pas la première fois que vous l'entendez que depuis que vous êtes ici, c'est que les différences sont plus prononcées pour le néerlandais que pour l'anglais encore. Mais ce qu'il est intéressant de noter aussi, donc tout n'est pas rose en immersion, je dirais, il faut remarquer dans nos études, puisque nous avons suivi les élèves de manière longitudinale, que les progrès des élèves en immersion plafonnent beaucoup plus vite que les progrès des élèves dans l'enseignement traditionnel. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en général, ils partent d'un meilleur niveau, étant donné qu'ils ont beaucoup plus de cours dans la langue, mais que petit à petit, donc on n'a malheureusement pas pu les suivre pendant 10 ans non plus, mais que petit à petit, les élèves de l'enseignement traditionnel, la courbe de progrès monte plus fort chez les élèves qui sont en enseignement traditionnel. Donc c'est un excellent message pour l'enseignement traditionnel également. Alors, un point qui pose souvent question aux parents, aux élèves ou à la communauté, c'est qu'en est-il du français, donc ça c'est la troisième question, comme langue principale de scolarisation? Alors, c'est une préoccupation, comme je le disais, qui est importante des parents d'élèves en immersion, mais de tous les acteurs de l'éducation. Et l'idée, c'est de se dire, on souhaite en tant que parent que si mon enfant suit des cours en immersion, il ne perde pas son français, comme on peut parfois entendre, ils vont être moins bons en français. Donc on souhaite que les élèves, tant en filière immersive qu'en filière francophone, aient un niveau de français égal. Alors, quels sont les outils d'évaluation que nous avons utilisés lors de ce projet, donc que ce soit en primaire ou en secondaire? Nous avons utilisé toute une série de tests qui ont été validés dans la littérature internationale. Donc, par exemple, un test de vocabulaire réceptif. Vous vous souvenez des images, donc c'est le même test que celui que Christelle a expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est du vocabulaire réceptif. On doit reconnaître, mais pas produire. Alors, vous avez aussi un test de lecture à voix haute. Donc, ce test s'appelle l'Alouette. Donc, chaque élève nous lisait le texte de l'Alouette à voix haute. Voilà à quoi ça ressemble. J'arrive plus à lire les petits textes, mais c'est assez particulier comme texte, mais c'est un texte validé aussi internationalement.
Puis, ils avaient deux types de dictées. Donc, une dictée où vous avez plutôt des phrases indépendantes. J'essaie de lire là, c'est un peu plus gros. Donc, par exemple, la nuit, les campeurs n'arrivent pas à dormir. Ils se défendent contre les moustiques. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs. On avait un autre type de dictée qui est plutôt un texte continu. Donc, le départ du domicile familial depuis quelques années. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à quitter le domicile familial, etc., etc. Alors, que montrent nos résultats? Alors, donc ici, pour rappel, c'est mis sur le slide, mais on est en français. Donc, vous voyez que vous ne retrouvez pas les petites étoiles qui montrent des différences significatives. Donc, vous voyez que ce soit en primaire ou en secondaire, il n'y a pas de différence significative au niveau, donc ici, c'est pour le vocabulaire réceptif. Donc, conclusion ici, les élèves en immersion ne sont pas désavantagés en maîtrise de vocabulaire français. Ici, on parle du vocabulaire réceptif. Qu'en est-il pour la lecture à voix haute? Alors, cherchez les étoiles, vous en trouvez une petite. Donc, conclusion, les élèves en immersion, donc vous avez aussi le primaire et le secondaire. Vous voyez qu'en primaire, il n'y a pas de différence donc pour la lecture à voix haute en français. Et vous remarquez une différence dans le secondaire. Et vous voyez vers où va la différence. Donc, c'est que les élèves en immersion sont légèrement avantagés en lecture française en secondaire. Donc, après, de nouveau, contrôle de toute une série de variables. Donc, vous voyez qu'au contraire de le perdre, ils sont même légèrement avantagés. Qu'en est-il pour l'orthographe? Est-ce que quelqu'un voit des étoiles? Non, mais il n'y en a pas. Donc, pour l'orthographe, même chose. Pas de différence entre les élèves en filière francophone et en immersion, en orthographe française, de nouveau, après contrôle des différentes variables. Alors, qu'en est-il du français comme langue principale de scolarisation? Vous voyez que notre étude, en tout cas, montre, et comme vous l'avez vu au début, nous avons un large nombre d'élèves, que le français est bien appris indépendamment du type d'enseignement et de la langue cible à l'école. Il n'y a pas de désavantage pour les élèves en immersion, donc ça, très clairement, ça ressort. Ça peut répondre à une peur de certains parents. Et il y a un lien positif entre les performances en vocabulaire, en lecture et en orthographe. Donc ça répond clairement à une des peurs que certains parents pourraient avoir, ou enfants, ou acteurs de l'enseignement en général. Je vais commencer par une question qui est assez pointue, qui est est-ce qu'on a des réponses sur la question de savoir dans quelle langue c'est mieux de commencer l'apprentissage de la langue écrite, donc lecture-écriture. Pourquoi cette question? Parce qu'en fait, nos écoles ont le choix. Donc, si vous êtes enseignant ou dans un poste de direction ou quoi, vous êtes peut-être posé la question, dans mon école, on propose de l'immersion, mais en immersion, on peut commencer, donc si on est en immersion en néerlandais, on peut commencer par l'apprentissage de l'écrit en néerlandais ou en français. Si on est en immersion en anglais, on peut commencer l'apprentissage de l'écrit en anglais ou en français. Est-ce qu'il y a un choix qui est meilleur que l'autre? Donc c'est ce qu'on s'est posé comme question, donc notamment pour la question de la lecture et de l'orthographe. Alors est-ce qu'il vaut mieux commencer en français ou dans la langue d'immersion? Et si c'est par la langue d'immersion, est-ce que ça fait une différence si c'est commencer par de l'anglais ou par du néerlandais? Vous allez voir que ça peut avoir une importance parce qu'il y a des petites subtilités linguistiques qui font la différence entre le néerlandais et l'anglais. Alors, comment est-ce qu'on a évalué ça? Donc, ici, on s'intéresse uniquement à notre échantillon qui était en primaire, puisqu'on veut essayer d'évaluer l'impact quand on démarre l'apprentissage de la langue écrite. Et donc, on a la chance d'avoir dans notre échantillon des élèves qui ont commencé par apprendre la lecture et l'écriture en français, d'autres en anglais ou en néerlandais. Et on a utilisé des épreuves dont on vous a déjà parlé. Donc, on a utilisé la lecture à voix haute pour avoir une idée globale de leur capacité en lecture et une dictée pour avoir une vision globale. On n'a pas été dans le détail des erreurs de type erreur orthographique, mais pour avoir une idée générale de leur niveau de maîtrise de l'orthographe. Donc ici, je parle bien en français. Donc on est bien dans la lecture, écriture en français. Est-ce que commencer à lire, écrire en néerlandais ou en anglais, ça a un impact sur la maîtrise de la lecture ou de l'orthographe en français quelques années plus tard?
Alors, premier résultat pour la lecture. Pas de différence. Donc, les élèves en immersion en néerlandais qui ont commencé la lecture en français ou en néerlandais lisent aussi bien les uns que les autres. En tout cas, aussi vite et avec le nombre d'erreurs similaires. Même chose en anglais. Les élèves en immersion en anglais, qu'ils aient commencé à apprendre à lire en français ou en anglais, ça ne fait pas de différence. Attention, ici, en 5e. D'accord ? On est sur des élèves qui sont en 5e primaire et on essaye de retracer. Ils ont commencé leur apprentissage en première, 2e, dans quelle langue ? Donc, pour la lecture, pas d'inquiétude à avoir, peu importe. Pour l'orthographe, il faut nuancer, parce que là, ça va dépendre de la langue par laquelle ils ont commencé. Alors, il faut savoir que les langues se distinguent par la transparence du code orthographique qu'elles ont. On parle de langues plus ou moins opaques ou plus ou moins transparentes, dans le sens où, en fait, il y a une correspondance plus ou moins directe entre les lettres et les sons. Il y a des langues, comme l'anglais, où, en fait, entre les lettres que vous lisez et les sons, il y a un écart assez important. Par contre, le néerlandais est une langue assez transparente, dans le sens où les lettres que vous lisez sont assez directement proches des sons, et le français étant un peu entre les deux. D'accord ? Voilà, donc on a des langues ici, néerlandais et anglais, qui sont avec un niveau d'opacité ou de transparence différent. Et évidemment, on peut se dire que peut-être que si on commence l'acquisition de l'orthographe dans une langue qui est transparente, on maîtrise plus vite le code orthographique, et donc c'est plus facile de le transférer à une autre langue. Tandis que quand on commence l'apprentissage dans une langue qui est opaque, on met plus de temps à maîtriser le code orthographique, et donc c'est plus difficile de la transférer dans une autre langue. C'est exactement ce qu'on trouve. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui sont en immersion en néerlandais, ils ont en 5e primaire un meilleur orthographe français s'ils ont commencé par le néerlandais, qui est une langue transparente. Par contre, en immersion en anglais, ce sont les élèves qui ont commencé l'apprentissage de l'orthographe en français qui ont en 5e primaire une meilleure orthographe que ceux qui ont commencé par l'anglais, qui est une langue opaque. D'accord ? Donc là, une petite nuance suivant la langue d'immersion, qui est liée apparemment à la transparence du code orthographique. Maintenant, pas de panique. Rappelez-vous ce que mes collègues ont présenté juste avant. En secondaire, il n'y a plus de différence orthographique. Donc on voit ici, en fin du primaire, que la langue par laquelle on commence dépend de son caractère plus ou moins opaque ou transparent pour son impact sur l'orthographe, mais à long terme, dans la scolarité, ça semble plus faire de différence. Donc ici, on a un avantage en fin de primaire, mais on ne l'a plus tard dans le cursus. Donc autrement dit, les élèves récupèrent ce petit décalage qui apparaît ici. Est-ce que sur ce point, peut-être assez technique, vous avez question d'éclaircissement ? Alors, j'en viens à une question qui est un tout petit peu plus complexe. Donc jusqu'ici, on vous a dit, les élèves qui sont en immersion viennent plutôt de milieux un peu plus privilégiés en termes socio-culturels et socio-économiques. Ils ont plus de langues, il se trouve qu'ils sont meilleurs en langue, ils maîtrisent un peu mieux la langue cible, et ça sans effet négatif sur la maîtrise du français. Okay. Là, on reste dans le domaine des langues. La question qui va nous intéresser ici, c'est est-ce qu'il y a des bénéfices à l'immersion qui vont au-delà et qui sont liés vraiment au fonctionnement cognitif des élèves. Alors pourquoi cette question ? Parce qu'en fait, on sait que parler plusieurs langues, en fait, vous avez constamment les langues qui sont activées. Donc si vous êtes familier d'une langue, de plusieurs langues, en fait, vous avez constamment présent à l'esprit, vous savez très facilement passer d'une langue à l'autre. D'accord ? Mais donc, choisir la langue dans laquelle vous parlez vous demande d'inhiber la langue que vous n'utilisez pas à ce moment-là. D'accord ? Donc, parler une langue, ce n'est pas juste aller chercher les informations, le vocabulaire et la connaissance que vous avez d'une langue, c'est aussi inhiber la connaissance d'une autre langue. Sinon, vous avez des confusions, et d'ailleurs, on voit ça dans les apprentissages au début, chez les élèves, c'est qu'ils font des confusions entre les langues.
Alors, il se trouve qu'il y a des travaux de recherche sur le bilinguisme, pas nécessairement sur l'immersion, mais sur le bilinguisme, qui laissent penser qu'en fait, être bilingue pourrait être associé à des avantages, pas seulement en termes de maîtrise de la langue, vous maîtrisez plusieurs langues, mais aussi en termes de fonctionnement cognitif. Vous auriez des facilités dans ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire cette capacité justement d'inhiber ou d'être flexible, c'est-à-dire de passer d'une langue à l'autre. Ça vous aiderait en fait au niveau de l'esprit à passer plus facilement dans différentes tâches d'un élément à l'autre. Donc au niveau des fonctions exécutives, à la fois pour pouvoir inhiber certaines choses et pour pouvoir, on le dit en anglais, on dit switcher, donc c'est passer d'une chose à l'autre. Donc fonction exécutive, c'est vraiment tout ce qui est lié à la planification, l'organisation, l'inhibition de nos processus mentaux. D'accord ? Et aussi au niveau attentionnel. Donc à la capacité de faire attention, détecter quelle est la langue de l'interlocuteur dans laquelle je suis, détecter le moment où je dois passer d'un moment à l'autre, savoir sélectionner l'information qu'il faut contrôler, décidément. C'est ma manie de parler avec les mains. J'ai pas d'ascendance italienne pourtant. Donc voilà, il y a des travaux donc, sur le bilinguisme qui disent qu'il y aurait un avantage à être bilingue au niveau des fonctions exécutives et de l'attention. Et il se trouve que on peut se demander si on peut retrouver certains de ces avantages en immersion. Puisque quelque part, les élèves qui sont en situation d'immersion, ils vont devoir faire le même exercice. Ils vont devoir passer d'une langue à l'autre, ils vont devoir inhiber des connaissances qu'ils ont d'une langue au bon moment, et ils vont devoir, au niveau attentionnel, ça va être, leurs fonctions attentionnelles vont être sollicitées aussi. Donc voilà, en même temps, dans le champ du bilinguisme, il y a actuellement une controverse. Parce que ces premiers résultats qui disaient finalement, quand on est bilingue, on a de meilleures fonctions exécutives, on s'y sort mieux au niveau des fonctions attentionnelles, voire même ça prévient des problèmes de vieillissement cérébral, etc. Et les études récentes ne retrouvent pas nécessairement ces bénéfices. Donc il y a tout un débat sur est-ce que c'était des vrais bénéfices, est-ce que nos échantillons n'étaient pas trop petits, est-ce qu'il n'y a pas une énorme diversité parmi les bilingues, qui fait qu'en fait on n'arrive pas à retrouver certaines choses. Et donc, voilà, on s'est dit, ici dans l'immersion, on a peut-être un public un peu plus homogène et on peut essayer de voir si l'immersion peut avoir des bénéfices cognitifs plus généraux que simplement une maîtrise meilleure de la langue cible. Ça, c'était le background. OK, alors comment est-ce qu'on a fait pour travailler ça ? On vous l'a dit, on a fait venir les élèves à l'université pour profiter des salles informatiques. Et en fait, en caricaturant un peu, si vous voulez, ils ont dû faire des jeux vidéo, les élèves. C'est-à-dire qu'en fait, on va leur demander de répondre sur des touches. C'est pour ça que je dis que ça peut ressembler à des jeux vidéo. D'abord, ici, on a... Donc ça devient un peu technique, mais comme ça, vous savez un peu comment ça marche, même si ce n'est pas le plus important ici. Donc, pour mesurer l'inhibition, donc cette capacité à un moment à se réfréner, qui est finalement, c'est du contrôle de soi, hein, c'est une compétence qui est très importante. Les élèves sont face à un écran et on leur donne une règle. C'est que s'ils voient apparaître un carré rouge, ils doivent pousser sur la touche de gauche. S'ils voient apparaître un carré bleu, ils doivent pousser sur la touche de droite. D'accord ? Sauf que parfois, le carré apparaît du côté où il faut pousser, et des fois, le carré à côté apparaît du côté qui n'est pas de la bonne main. Il faut pousser de l'autre côté. D'accord ? Donc, quelque part, vous devez inhiber la réponse qui est le carré est à gauche, donc je dois pousser à gauche, ou le carré est à droite, donc je dois pousser à droite, mais vous devez inverser et vous dire, OK, ah non, ça c'est le carré qui doit être de ce côté-là, et donc, voilà. Et même chose dans une autre tâche qui ressemble un peu, c'est vous avez des flèches qui apparaissent à l'écran, et si la flèche va dans le même sens que les autres, vous devez cliquer à droite. Si la flèche va dans l'autre sens, vous devez cliquer à gauche. Et il y a des fois où les flèches sont cohérentes par rapport gauche-droite, et il y a des fois où elles ne sont pas cohérentes, et donc il ne faut pas se laisser avoir par le sens de la flèche. D'accord ? Donc, capacité d'inhibition, 2 tâches que les élèves ont réalisées sur ordinateur. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'on a des différences entre les élèves en immersion et ceux qui n'étaient pas en immersion ? Non. Aucune différence entre les deux. Donc en termes d'inhibition, on n'arrive pas à détecter, en tout cas sur ces tâches-là, on n'arrive pas. Alors ce qui est important à dire, c'est que toutes les tâches que je vous présente ici, elles ont été utilisées dans les recherches sur le bilinguisme et elles ont montré des différences dans certaines études. Donc il y a des études qui, en termes de bilinguisme, disent oui, les bilingues sont meilleurs dans ces tâches-là.
ce qui reflèterait des fonctions exécutives d'inhibition plus développées. Ici, on ne retrouve pas ça, pas de différence. Un autre exemple, je vous disais flexibilité. Comment est-ce qu'on peut faire une tâche qui évalue la flexibilité? De nouveau, ici, ce qui va changer, c'est que vous avez de nouveau, vous devez choisir quelle est la... En fait, vous choisissez en bas, donc soit le carré rouge, soit le rond bleu, et en fait, on vous demande de dire quelle est la règle. La règle, elle change au-dessus. Vous avez une règle qui est la couleur. Si ce qui s'affiche au-dessus, c'est la règle de couleur, vous devez cliquer sur l'objet qui correspond à la couleur. Et puis sur la deuxième dia, vous avez la règle qui change. La règle, c'est la forme. Et à ce moment-là, vous devez identifier la bonne forme. D'accord? Et donc, il faut passer d'une règle à l'autre. Et c'est une façon d'essayer de mesurer la flexibilité. Donc, la règle change et il faut s'adapter à chaque fois. Et à nouveau, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les élèves en immersion sont plus flexibles? Non. Pas de différence détectable. Donc, au niveau des fonctions exécutives, flexibilité, inhibition, pas de différence observable, que ce soit en primaire ou en secondaire. On s'est après intéressé aux fonctions attentionnelles. Alors, il y a différents types d'attention. Une forme d'attention, c'est l'attention soutenue. Donc là, c'est la capacité pendant un certain temps. Donc ici, pendant une longue période, vous entendez des chiffres. Et votre tâche, c'est chaque fois que vous entendez... Donc ici, c'est à l'oral. Hein. Enfin, vous écoutez, c'est une tâche d'écoute. Chaque fois que vous entendez 2,5, vous devez rapporter le chiffre qui était juste avant. Mais ça dure pendant des minutes, donc vous entendez des chiffres, et chaque fois que vous entendez 2,5 de suite, vous devez dire quel était le chiffre avant. Donc par exemple ici, le chiffre avant, c'est 3. D'accord? Est-ce que l'effet d'entendre immersion et donc d'être plus sollicité au niveau de l'attention sélective fait une différence? Non. L'attention sélective, par contre, là, c'est distinguer des choses. Donc là, c'est de nouveau une tâche d'écoute avec des sons graves et des sons aigus. Et lorsque vous entendez deux sons du même type d'affilée, vous devez répondre le plus vite possible en appuyant sur une touche. Alors, il y avait aussi une tâche d'attention sélective au niveau visuel. Là, c'est plutôt sur l'écran, vous voyez des croix, et les croix se déplacent. Et même chose, au moment où vous voyez 4 croix qui font un carré, vous devez pousser le plus vite possible sur une touche. D'accord? Donc ça, c'est vraiment... Il faut rester focalisé et détecter la bonne configuration le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a une différence entre immersion et non-immersion? Non plus. Et finalement, quelque chose qu'on fait tous, attention divisée, donc arriver à diviser son attention entre deux éléments en même temps, ben en fait là, c'était deux tâches que j'ai présentées précédemment qui étaient faites en même temps. D'accord? Donc il fallait repérer en auditif des sons successifs, identiques, et en visuel, les configurations de croix qui formaient un carré. Et donc il faut arriver à diviser son attention dans les deux tâches. Dans toutes ces tâches, on peut à la fois mesurer les temps de réaction, on peut mesurer les erreurs des élèves, quand est-ce qu'ils font des réponses erronées. Différence ou pas entre immersion et pas immersion? Pas de différence. D'accord? Donc, sous toute une série de tâches qui avaient été utilisées déjà dans les études sur le bilinguisme ou qui laissaient penser qu'il pourrait y avoir un avantage sur les fonctions exécutives et les fonctions attentionnelles, on ne retrouve pas, alors qu'on est dans un contexte où, en fait, parler deux langues durant la journée, il faut faire attention, il faut être flexible, il faut savoir inhiber. Quand on est dans un cours d'immersion et je veux répondre en français, il faut que je me dise non, il faut que je réponde dans la bonne langue ou en anglais. Donc c'est quand même un contexte où on s'était dit ça sollicite plus ce genre de fonctions. Or, on ne voit pas d'avantage ni dans les fonctions exécutives, ni en 5e, ni en primaire, ni en 5e secondaire. Et on n'en voit pas non plus au niveau attentionnel. Là, la mesure était faite en 6e primaire et en 6e secondaire. Et on ne voit pas d'avantage. Donc, avec ces résultats, on a plutôt, s'il y a des avantages de l'immersion, on voit qu'elles sont plutôt cantonnées à la maîtrise de la langue cible, mais qu'on n'a pas d'avantage général sur le fonctionnement cognitif. Les élèves, si vous voulez, pour le dire un peu de façon raccourcie, ça ne change pas la façon dont le cerveau des élèves a l'air de fonctionner. D'accord? On n'a pas d'indice à ce niveau-là.
Je voudrais vous parler d'un volet du projet de recherche qui me tient particulièrement à cœur. Et il s'agit des facteurs socio-affectifs, dont les attitudes et les motivations. Et donc, pourquoi ça me tient particulièrement à cœur? Parce que le socio-affectif, c'est en fait le frein ou le moteur de l'apprentissage d'une langue. C'est la motivation, c'est les attitudes, c'est les émotions en classe, c'est les aspects socioculturels. Et vous allez me dire, qu'est-ce que tout cela veut dire concrètement? Eh bien, imaginez que vous voulez gravir le Mont Blanc cet été, vous devez remplir votre sac au dos. Et votre sac au dos, vous pouvez le remplir de briques ou de matériel adéquat. En fonction de votre choix, vous arriverez en haut du Mont Blanc ou pas. Et dans les éléments qu'il faut mettre dans votre sac au dos, il y a entre autres les attitudes. Et les attitudes, eh bien, c'est le cocktail qui va vous permettre d'avancer le plus loin possible et donc de vous motiver. Et dans ce cocktail, eh bien, se trouvent des expériences individuelles, des stéréotypes, mais aussi le discours ambiant qui est alimenté par la famille, par les amis, par des personnes ressources, des personnes modèles, que ce soit le footballeur bilingue ou le prof qu'on aime bien ou le copain d'en face, mais aussi par le discours que nous donnent les médias à travers eux et nous et les différentes communautés. Nous allons y revenir. Alors pourquoi est-ce que ça m'intéressait particulièrement? Eh bien parce qu'il y a un a priori qu'en immersion, tout ça va beaucoup mieux. Et le problème, c'est que les études dont on dispose sont à petite échelle, ne mesurent souvent que la motivation ou certains aspects de la motivation et qu'il y a très peu de contrôle des variables individuelles des élèves. Alors nous avons développé en équipe un questionnaire avec une centaine d'affirmations qu'ils ont dû évaluer 2 fois, donc au début de la 5e primaire ou secondaire et en fin de 6e primaire ou secondaire, avec des questions concernant l'attitude de la langue. Est-ce que la langue est attrayante? Est-ce qu'elle est difficile à apprendre? Sur la motivation, l'apprentissage en vaut-il la peine? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis disposée à m'investir? Est-ce que ça a un coût de m'investir? Les émotions en classe aussi, est-ce que je suis angoissée, j'ai peur du bic rouge, ou est-ce que je me sens à l'aise, j'ai des émotions positives, j'aime bien y être, je me réjouis d'être en classe. Mais aussi, quelque chose qui est très peu étudié dans la littérature, c'est les perceptions vis-à-vis de l'autre communauté, du groupe cible. Et dans notre cas belge, évidemment, cela concernait les perceptions du conflit intergroupe. Donc, est-ce qu'ils perçoivent ou non qu'il y a un conflit latent entre les communautés linguistiques, mais aussi le multilinguisme, le degré de contact qu'ils ont avec les langues et avec les locuteurs. Alors, nous avons aussi posé quelques questions ouvertes du genre « l'immersion c'est », et vous avez vu quelques extraits en début de présentation. Et nous avons aussi eu des groupes de discussion avec certains des élèves. Que garder ou changer dans l'enseignement des langues? Ça a été très instructif, mais ce sera pour une autre invitation. Alors, à quoi ressemblent les outils? Eh bien, pour les questionnaires, c'est de ce type-ci. Ils devaient indiquer s'ils le trouvaient agréable, désagréable, si c'était difficile à apprendre, ou pour la perception du conflit, s'ils n'étaient pas du tout d'accord ou plutôt d'accord pour certaines de ces affirmations. Alors, avant de passer à la différence entre les groupes, je voudrais vous montrer comment on lit les données. Ce sont des affirmations sur des échelles à 7 points. Donc de 1 à 7, ce qui veut dire que la frontière entre le positif et le négatif se situe au 4. Et voici un premier graphique où vous allez voir que en primaire et en secondaire, l'anglais, dans les 2 cas, est considéré comme beaucoup plus positif que le néerlandais. En primaire, on voit que le néerlandais est encore considéré comme une langue attrayante. Vous voyez qu'on est au-delà du 5, donc ils trouvent que c'est vraiment une langue chouette, intéressante. Par contre, en secondaire, on a vraiment un problème. Vraiment.
Alors pour la motivation, il y a beaucoup d'enseignants qui se disent oui, mais en fait, ils ne sont pas très motivés. Eh bien, on voit que tant pour le néerlandais que pour l'anglais, ils savent que c'est une langue, que c'est important de les maîtriser. Plus pour l'anglais, que pour le néerlandais. Et le seul endroit où on voit que la motivation est un peu plus difficile, c'est au niveau du secondaire en néerlandais. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ce bénéfice, est-ce que cette attitude, ces motivations positives envers l'anglais se retrouvent pour toutes les variables? Alors, si dans le tableau suivant, vous voyez des chiffres en vert, c'est à l'avantage de cette langue-là. Si c'est en orange, c'est au désavantage. Et vous voyez que l'anglais on a des profils plus favorables chez les élèves qui suivent les langues en anglais que pour le néerlandais. Et nous avons contrôlé pour tous ces facteurs comme l'intelligence non verbale, le statut socio-économique, le sexe, le bilinguisme, le parcours scolaire, etc., pour essayer d'avoir des données les plus valides possibles. Deuxième question, est-ce qu'il y a une différence entre la filière francophone ou la filière en immersion? À nouveau, si c'est orange, c'est en défaveur, si c'est vert, c'est en faveur. Et voilà. On voit qu'en immersion, pour pratiquement toutes les variables, sauf les émotions positives en classe, et vous voyez qu'ils sont positifs sur le déroulement sur leur place dans la classe de langue, ça se retrouve. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que ces différences au niveau de l'immersion, les différences au niveau de l'immersion se trouvent particulièrement au niveau du secondaire et principalement pour le néerlandais. Alors, ce qu'on a voulu savoir, c'est est-ce que c'est en fait parce qu'au départ, ils sont plus favorables, ceux qui sont en immersion? Et pour pouvoir contrôler cela, on les a mesurés en début de 5e et en fin de 6e, primaire ou secondaire. Et donc, l'effet du temps nous permettait de voir si les lignes restaient constantes, eh bien, ça veut dire qu'ils ont un avantage au départ et rien ne change. Par contre, si les lignes s'écartaient, eh bien, ça voulait dire que le bénéfice qu'ont les élèves en immersion était maintenu. Alors, je vous fais grâce de tous les graphiques et de toutes les statistiques, et on a essayé de les résumer dans un tableau. Et j'ai gardé la couleur verte, mais vert pâle, parce qu'il y a un effet, il est très pâle, il y a un effet en faveur de l'immersion, c'est vrai, ça réduit par exemple la perte de motivation, ça réduit le fait que les élèves parfois ont l'impression que ça demande plus d'efforts, ça réduit la baisse d'attractivité de la langue et ça réduit la légère diminution des émotions positives. Par contre, pourquoi c'est vert pâle? Parce qu'il y a ces effets, mais ils sont limités en nombre, ils sont limités en importance. Et donc, quand on cherche des explications comment peut-on expliquer ces grandes différences qu'on trouve entre les élèves et entre les groupes, eh bien, il faut se tourner vers l'attrait de la langue cible. Vous voyez ici pour l'anglais, autant 1 et autant 2, en assuré le secondaire, en ligne pleine le primaire, et vous voyez que tout est à peu près concentré, qu'il y a peu de différence, il n'y a aucune différence statistique. On a regardé pour le néerlandais au niveau du secondaire, et vous voyez qu'au niveau du secondaire, la filière francophone n'aime vraiment pas le néerlandais, et 1 an et demi plus tard, ils n'aiment vraiment toujours pas le néerlandais. En CLIL, ils trouvent que c'est OK, quoi. C'est OK, que ça reste OK. Par contre, au primaire, ils étaient super enthousiastes en commençant en 5e primaire. 18 mois. Alors, on est très inquiet. L'attrait de la langue cible baisse surtout pour le néerlandais entre le début de la 5e et la fin de la 6e primaire.
On n'a pas de vraie explication. On a eu une session scientifique ce matin avec des collègues étrangers qui nous ont donné beaucoup de pistes de réflexion qu'on va creuser. Il n'y a pas de réponse simple, mais c'est en tout cas une évolution inquiétante. Nous avons aussi essayé de voir d'où pouvaient provenir ces problèmes d'attrait et ces différences. Et nous avons regardé s'il y avait une perception du conflit. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'effet pour l'immersion. Donc, les élèves en immersion ou en filière francophone perçoivent le conflit francophone-néerlandophone de la même manière. Mais quand on va faire la différence entre ceux en anglais et en néerlandais, ce qu'on voit, c'est que ceux en anglais perçoivent plus le conflit francophone-néerlandophone que les néerlandophones qui, en fin de secondaire, perçoivent moins le conflit. Et pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce que moins on perçoit de conflits intercommunautaires, plus les élèves considèrent la langue néerlandaise comme attrayante. Ça prédit leur attrait du néerlandais en fin de secondaire. Et en plus, dans d'autres analyses, nous avons pu identifier que les quelques élèves, et c'est un pourcentage réduit, qui a un contact fréquent et de qualité avec les néerlandophones, perçoivent encore moins ce conflit intergroupe. Donc si on résume, qu'est-ce qu'il en est du socio-affectif? Eh bien, les élèves en immersion ont des profils socio-affectifs plus favorables et les différences avec la filière francophone se marquent plus pour le secondaire et surtout plus pour le néerlandais. Donc le gain est plus important pour le néerlandais et vous avez vu que c'était une tendance que l'on retrouvait dans les autres résultats et j'espère que ça répond à la question de monsieur. Alors, il ne faut cependant pas surestimer l'effet de l'immersion parce qu'on a vu qu'il y avait au niveau longitudinal des effets faibles ou pas toujours présents et que donc, au départ, il devait y avoir des profils plus favorables pour en tout cas une partie des élèves et que donc d'autres facteurs plus importants peuvent expliquer ces différences au niveau socio-affectif dont la langue cible, le néerlandais vis-à-vis de l'anglais. Et donc de conclure que l'apprentissage de la langue cible est en fait au cœur d'une dynamique socioculturelle et que les tensions et le conflit politique, eh bien, quelque part s'invitent en classe et qu'il y a non seulement une dynamique socioculturelle, mais il y a aussi une dynamique individuelle dont les affects et le contact sur laquelle nous pouvons agir tant en immersion qu'en filière francophone. Et c'est notre rôle d'essayer de stimuler ça, parce qu'il ne faut pas oublier que qu'est-ce qui nous permettra de monter le sommet du Mont Blanc? Eh bien, c'est le cocktail que vous aurez mis dans votre bouteille. Donc, 7e et avant-dernière question. Pour ceux qui sont fatigués, on est presque au bout, mais c'est quand même une question très importante. Je pense qu'il répond aussi aux craintes, des fois exprimées par des parents, etc. Et donc, on s'est posé la question, qu'en est-il de la maîtrise des matières? Pourquoi cette question-là? Parce que, en fait, les élèves en immersion, donc, ils doivent apprendre un nouveau contenu, mais aussi dans une nouvelle langue. Donc, ceci pourrait présenter un défi cognitif qui est plus élevé, qui pourrait avoir des effets sur, justement, les résultats. Plus généralement, le niveau de connaissance attendu est exactement le même. Et je pense que c'est bien aussi, on doit attendre les mêmes connaissances de ces contenus. Dernière petite chose, c'est que la langue d'évaluation du contenu peut être ou bien le français ou bien la langue cible. C'est l'anglais ou le néerlandais dans nos cas. Et alors, on sait que pendant, disons, le parcours scolaire, souvent les tests sont donc dans la langue cible, mais fin de trajectoire scolaire, fin de sixième primaire, secondaire, les tests se font en français. Donc, on se pose la question, est-ce que ça a un impact sur les résultats? Voilà. Alors, les outils qu'on a utilisés pour mesurer cela, et j'insiste là-dessus, donc on l'a fait en partenariat avec les écoles,
et en garantissant, bien entendu, de nouveau, j'insiste, l'anonymat des élèves, parce qu'on est bien conscient que ce sont des données très sensibles, pas seulement pour les élèves et les parents, mais aussi pour les écoles et tout ça. Donc on a utilisé et analysé, disons, les résultats pour le primaire du CEB, qui évalue mathématiques des sous-sections des cours d'éveil et le français. Et en secondaire, on a utilisé les résultats du CESS, et les deux tests, les deux évaluations, si vous voulez, se font en français, fin de carrière, pour ainsi le dire. Et en secondaire, les données qu'on a reçues, c'est sur l'histoire et le français. Alors, ces données sont bien entendu très importantes parce qu'elles permettent de comparer les deux groupes sur des tests qui sont totalement identiques. Et donc là, c'est quand même une base de données très intéressante. Alors, les résultats. En primaire, on constate, et je peux vous présenter maintenant toute une constellation de petites étoiles, parce qu'on constate que les élèves en immersion, en primaire, atteignent de meilleures performances que les non-immersions, si vous voulez, dans toutes les matières, et même en français. Donc, très intéressant à voir pour toutes les matières. On observe les mêmes résultats en secondaire, parce que là aussi, de nouveau, ce sont les élèves en immersion qui ont de meilleurs résultats pour l'histoire et aussi en français. Donc, l'autre langue, si vous voulez, que la langue cible. Petite remarque quand même très importante, c'est que, OK, on a vu ceci, et donc ce sont des résultats qui reflètent bien entendu la réalité, c'est que, oui, en effet, les élèves en immersion ont de meilleurs résultats pour CEB, CESS. Mais on sait aussi que des variables comme, on en a déjà parlé, le statut socio-économique ou l'intelligence non verbale, peuvent avoir un impact ou une forte influence même sur la réussite scolaire en général. Et donc, on a refait les mêmes analyses en contrôlant pour ces variables. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Ici, de nouveau, les données pour le primaire. On constate qu'il y a pas mal d'étoiles qui ont disparu, mais intéressant à remarquer que pour le français, en fait, la différence reste significative après le contrôle pour les autres variables. Et en secondaire, on constate que les différences restent significatives aussi après le contrôle pour toutes ces autres variables dont on sait qu'ils peuvent impacter. Il faut dire que l'effet de la différence est aussi un peu diminué. Et donc là aussi, ces variables jouent un rôle, mais pas à ce point que la différence perd sa significativité. Oui, voilà. Le français aussi est une langue opaque des fois pour moi. Voilà, donc en conclusion, qu'en est-il de la maîtrise des matières? On peut conclure que, d'abord, très important, les élèves en immersion atteignent un très bon niveau de connaissance des matières scolaires et des fois même meilleur que les élèves en filière francophone. Aussi, langue d'évaluation ne semble pas porter préjudice ici à la réussite de ces élèves. Et donc ils ont eu tous ces cours-là, entre autres histoire par exemple, en secondaire, dans la langue cible, donc le néerlandais et l'anglais. Finalement, ils font ces tests en français, fin de l'année, et apparemment, ça n'a pas d'impact là-dessus. Mais, et on l'a déjà mentionné avant, et je pense qu'on va revenir quand Philippe nous présente les conclusions, il faut de nouveau souligner l'importance de l'influence de facteurs externes sur ces résultats-là. Voilà. Donc, que retenir de cette étude? Donc, très brièvement, je vous rassure tout de suite, il y a 3 diapositives. D'une part, c'est qu'il y a plusieurs effets positifs que nous avons retrouvés en immersion, qui ont été mesurés en immersion, mais qui ne sont pas nécessairement dus à l'immersion en tant que telle. Donc il y a un cocktail, pour utiliser le terme que Laurence a utilisé tout à l'heure, un cocktail de facteurs qui sont favorables, quelle que soit l'approche qui est utilisée pour l'enseignement des langues. Deuxièmement, il y a des gains pour la langue cible, et là aussi on a constaté, vous l'aurez remarqué, qu'il y a des effets qui sont plus marqués pour le néerlandais que pour l'anglais. Il n'y a pas d'indice d'effet négatif sur la maîtrise du français en tant que langue de scolarisation, ni d'effet observable sur le fonctionnement cognitif des élèves qui faisaient partie de notre étude.
Enfin, l'acquisition des matières est au moins égale à celle des élèves de la filière francophone. Et nous avons également constaté que les profils socio-affectifs que l'on retrouve en immersion sont plus favorables à la fois avec des effets plus marqués pour le néerlandais et en secondaire. Et ici également, il faut tenir compte de l'importance du contexte sociopolitique. Alors, apprendre une langue, vous le savez toutes et tous, c'est un processus particulièrement complexe. Donc, merci à la personne qui a préparé l'animation de cette diapositive. Donc, il y a tout d'abord des aspects linguistiques, évidemment, qui jouent un rôle, mais également des aspects cognitifs qui viennent également en interaction avec des aspects socio-affectifs, ainsi, évidemment, que des variables individuelles des élèves, telles que le statut socio-économique et le raisonnement non verbal. Évidemment, on doit aussi ajouter à cela toute une série de variables externes. Je prends un exemple, les enseignantes et les enseignants avec lesquels les élèves ont classe. Et donc, par rapport à cette recherche, vous avez ici les résultats que nous avons actuellement obtenus, mais si vous vous souvenez, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit au départ par rapport à l'ensemble des données que nous avons recueillies, nous avons encore toute une série de recherches possibles à partir des données que nous avons récoltées dans le cadre de ce projet. D'une part, on pourrait voir et prendre en compte les pratiques d'enseignement, voir s'il y a des effets classe que l'on retrouve. On peut aussi donner la parole aux élèves via l'analyse des focus group et des observations aussi en classe, mais aussi donner la parole aux enseignants. Donc ça, c'est un aspect. Dans les thèses qui ont été soutenues jusqu'à présent et aussi dans les deux autres thèses qui vont arriver dans les mois qui viennent, nous avons également essayé de vérifier des données ou de croiser les données entre elles. Nous devons encore aller bien plus loin au niveau de ces différentes perspectives de recherche et aussi vérifier s'il y a des trajectoires individuelles spécifiques ou des publics spécifiques que l'on retrouve à l'intérieur de la population que nous avons analysée. Enfin, comparer l'écrit et l'oral chez les mêmes élèves et évidemment également analyser, puisque bon, vous l'aurez constaté, Christelle et Fanny vous ont donné des éléments concernant les performances linguistiques, certains phénomènes linguistiques des élèves en question, mais il y a encore une mine d'or de données à analyser justement concernant les phénomènes linguistiques. Et un dernier élément, ou avant-dernier élément, serait de vérifier le lien entre les profils socio-affectifs de ces élèves et également des profils linguistiques des mêmes élèves. Enfin, vérifier la dynamique du contact sur différents aspects que nous avons ici, que nous n'avons pas encore pu analyser, malheureusement, faute de temps. Mais bon, voilà, nous avons déjà quand même pas mal de résultats intéressants. Nous attendons évidemment également vos suggestions. Et la dernière diapositive, c'est pour remercier les conseils de recherche des deux universités partenaires du projet, ainsi que l'administration de la recherche des deux universités, également parce que ce projet n'aurait pas pu voir le jour et n'aurait pas pu donner les résultats qu'il donne sans le vrai partenariat que nous avons pu mettre en place avec les écoles. Donc un énorme merci à toutes les écoles, à la fois pour l'accueil, pour la disponibilité. Merci aussi aux élèves, aussi pour les échanges constructifs avec les différentes écoles et les conseils qu'ils ont pu nous donner. Donc les élèves, les parents, évidemment aussi les enseignants et direction pour la participation, ainsi que toutes les étudiantes et étudiants de bachelier et de master qui nous ont aidés, et de stagiaires qui nous ont aidés dans les travaux et qui ont déjà fait une certaine partie de travaux. Merci aussi au SAT de l'UNAMUR pour la captation vidéo. Donc je rappelle, ce sera mis en ligne bientôt. Et la cellule logistique événement de la faculté de philosophie, arts et lettres de l'UC Louvain pour l'aide logistique et le pôle linguistique de l'Institut Langage et Communication, dont la présidente est présente dans la salle. Je leur remercie pour le soutien financier. Je vous remercie et nous sommes maintenant, bien évidemment, tout oui pour vos questions, vos réflexions en la matière. Voilà.